Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous d'information à la une de l'actualité de ce samedi 29 juillet. Quasiment un an après l'appel de Fort-de-France, les présidents des collectivités d'outre-mer étaient réunis ce matin à l'espace régional du Rézé. L'objectif, décider ensemble des politiques à mener après la tenue du comité interministériel des outre-mer. Le public au rendez-vous pour la 3e édition du Festival du Colombo à Pointe-à-Pitre. Une vingtaine d'exposants, des professionnels de la cuisine et des maîtres traditionnels du Colombo ont proposé de nombreuses déclinaisons de ce plat très apprécié. L'Anse du Puy à Vieux-Fort en travaux. Un chantier de sécurisation du talus a débuté cette semaine. Ces travaux devraient permettre aux visiteurs d'emprunter sans danger le passage menant à l'autre bout de la plage. Et en fin de journal, l'apéro créatif lancé par le Guadeloupéen Gary Deffery et son ami Jean-Paul Tran, le concept Drink and Paint, vous invite à créer une œuvre d'art, un verre de vin à la main. L'unité des présidents des collectivités de territoires ultramarins affichée aujourd'hui à l'espace régional du Rézé. Une rencontre à l'initiative d'Harry Chalus pour réaffirmer leur volonté de changement et décider ensemble des politiques à mener après la tenue du comité interministériel des Outre-mer. Lydia Kérin et Bruno Pencio-Villon. Une signature symbolique, comme pour entériner l'unité affichée aujourd'hui. Presque un an, jour pour jour, après l'appel de Fort-de-France, les voilà à nouveau réunis. Il y a là les différents présidents des collectivités ultramarines, Guadeloupe, Martinique et Mayotte, et en visioconférence, Saint-Martin, la Guyane et Saint-Pierre et Miquelon. Afficher un front commun, voilà en quelques mots tout l'objectif de cette rencontre. C'est avec cette unité que nous allons démontrer notre force. Ce qui est important maintenant, c'est mettre un calendrier en place suite au SIOM, pour que nous puissions vraiment concrétiser ces points qui ont été adoptés, parce qu'on a eu de belles avancées, mais pas encore concrétisées, et un calendrier pour que nous puissions nous rencontrer au moins une fois par année. Dans le viseur de ces élus, le SIOM et la mise en place de ces 72 mesures, parmi lesquelles la réforme de l'octroi de mer ou encore la loi Letchimy sur l'indivision, tous s'accordent à dire qu'il faudra aller bien plus loin. Ce sont des avancées. Maintenant, aide-toi le ciel t'aidera. C'est ce que la Bible dit, je crois. Bon, donc attendre tout de l'État de l'extérieur, c'est pas ma nature. Moi-même, contre moi. Je ne vais pas demander l'émancipation et puis toujours tendre la main sans quoi moi. Bon, donc je me débrouille moi-même. J'ai besoin de m'émanciper. Je n'ai pas besoin de tutélisation, ni économique, ni mentale, ni morale. On a vu dans le SIOM une construction d'une deuxième usine de désalinisation. Mais ce n'est pas suffisant. Nous prenons une autre retenue collinaire, une autre usine aussi de dessalement qu'il conviendrait de mettre en place dans les meilleurs délais. Nous espérons qu'à moyen terme, on pourra résoudre d'une manière durable ce problème de pénurie d'eau en Mayotte. Autre point de cette séance, le débat autour de la révision constitutionnelle. La réflexion est d'ores et déjà engagée. Elle devrait durer 6 mois en Guadeloupe. Une nouvelle réunion est prévue avant la fin du mois d'août pour décider ensemble de l'application concrète de toutes ces mesures. Et justement, durant cette rencontre, l'avenir de Haranti et d'Air Guyane était à l'ordre du jour. Ce conflit pèse sur le secteur aérien régional avec des conséquences lourdes sur le désenclavement et le développement touristique de nos territoires, a tenu à rappeler le conseil régional. Je vous propose d'écouter Harry Chalus, président de région, et Guy Losbar, président du conseil départemental. Ils sont interrogés par Lydia Kérin et Bruno Pencio-Villon. Il semblerait que c'était difficile. Nous avons appris que un médiateur a été nommé aujourd'hui et nous attendons pour pouvoir rencontrer, s'il le faut, par la suite des parties pour les attendre. Mais c'est une situation strictement privée, je le dis, donc il faudrait qu'on fasse très attention. Nous sommes conscients qu'il y a un enjeu aérien, puisqu'au-delà des Haranti, il y a le problème d'Air Guyane, de Corsair, et qui nécessite que nous ayons une stratégie par rapport à ces différentes problématiques. Mais nous sommes conscients, quel que soit le territoire, qu'il y a cet enjeu aérien. Et dans un premier temps, pour le problème des Haranti, il faut qu'il puisse y avoir une reprise de dialogue. Je crois qu'il y a un médiateur qui a été nommé, au-delà donc des stratégies que nous aurons à mettre en place. Faisons un saut maintenant en Martinique pour évoquer le bilan des 3 dernières années de tests de la chlordéconomie au sein de la population dévoilé par l'Agence régionale de santé. 17 800 Martiniquais ont fait cette démarche gratuite en laboratoire et première indication, une diminution du taux de chlordécone dans le sang des personnes testées. Delphine Bèze et Marc Balsa.
Sans ordonnance, sans rendez-vous et surtout gratuit depuis novembre 2020, le dosage du chlordécone dans le sang n'a pourtant mobilisé qu'un petit nombre de Martiniquais. Moins de 18 000 volontaires ont voulu faire le test. Si le nombre d'analyses double chaque année, il reste bien insuffisant pour dégager des statistiques sur l'ensemble de la population. Néanmoins, une tendance est à la baisse. Initialement, 25% des tests réalisés dépassaient la valeur toxicologique de 0,4 microgrammes par litre de sang. Un taux inférieur à 17% en 2021 et 11% l'an dernier. Cette année, les diététiciens ont visité 400 personnes présentant des taux importants. Dans le plan Chlordécone 4, c'est quand même la première fois qu'on va vraiment de porte à porte chez les usagers. Donc il y a quand même un progrès qui est fait. On apporte une attention sur la traçabilité des produits. Et quand on a des cultures à domicile ou des élevages avec des poules ou des moutons, il est très important d'avoir fait tester ces sols au préalable pour être sûr du fait que le sol ne soit pas pollué. Au niveau des eaux aussi, de la consommation d'eau, certaines personnes s'alimentent encore avec les sources de bord de route en termes d'eau. Et ça, c'est des comportements qu'il faut complètement bannir. La chlordéconémie la plus importante est relevée dans le Nord Atlantique. Cette année, déjà 700 ouvriers agricoles ont bénéficié d'un prélèvement directement sur leur lieu de travail. Certains résultats sont alarmants. Et de façon constante, 0,2% des taux constatés dépassent 10 microgrammes par litre. Des victimes d'une exposition prolongée pour laquelle les pouvoirs publics n'ont pas encore élaboré de parcours ni prise en charge spécifique. Les gens qui ont plus de 10, il y en a quand même très très peu. Donc il faut quand même aussi relativiser. La deuxième chose, c'est que... il y a des gens qui meurent quand même. Il y a des gens qui meurent, mais on ne fait pas le lien avec la chlordéconémie. Moi, je peux pas dire ça. Ça n'est pas du tout documenté. Nous conseillons évidemment aux gens d'aller consulter, parce que de toute façon, si on est malade, il faut aller consulter. Et la prise en charge, elle se fait normalement. Et d'où l'intérêt, j'en reviens encore une fois, de dire, première chose, faites le dosage. Une invitation à la responsabilité individuelle qui se heurte de fait aux peurs d'une partie de la population face à tout diagnostic. Retour chez nous, le préfet Xavier Lefort a pris un arrêté de restriction provisoire de certains usages de l'eau pour une durée d'1 mois. Marie-Galante, en cause l'état de la nappe phréatique, indique le communiqué. Parmi ces restrictions, le lavage des voitures, l'arrosage des jardins, le remplissage des piscines également, sauf pour une remise à niveau ou un premier remplissage. Et après le nouveau radar de Cocoyer au Gosier incendié en milieu de semaine, celui récemment installé à Bainbridge aux Abîmes a connu le même sort la nuit dernière. L'appareil a été retrouvé au sol, partiellement endommagé, ont indiqué les pompiers. Le Colombo à l'honneur ce samedi au Memorial Act. La 3e édition du Festival du Colombo a rassemblé une vingtaine d'exposants et des maîtres traditionnels de ce plat très apprécié chez nous, décliné de 1001 façons. Rudy Rilsi. Une pâte à base de curcuma et d'épices, travaillée sur une roche traditionnelle. Un rituel qui se transmet devant un public en soif d'odeur et de savoir. Lila a ainsi pu découvrir que le massalé traditionnel n'est pas une poudre, mais bien une pâte. Je n'achèterai pas de poudre à Colombo, mais je partirai avec du massalé, puis avec la recette. La recette, la vraie recette. Depuis quelques décennies, le Colombo est devenu l'un des plats. On peut vous proposer un Colombo de cabri sur pied. Les plus appréciés en Guadeloupe. Ça représente les Antilles. Ça représente tout ce qu'on mange chez nous. Ce midi, grâce à la 3e édition du Festival du Colombo indo-guadeloupéen, les gourmets peuvent donc savourer C'est très bon. L'authenticité du goût, préparé par des maîtres traditionnels du Colombo. Pour des recettes... On peut voir le Colombo de Yaya, là? À base de yaya ou col roche, un mollusque qui semble donner du fil à retordre à ses cuisiniers. Le nettoyage et aller les chercher aussi, les deux. Le public peut ainsi découvrir ou redécouvrir différentes saveurs conçues par les originaires de l'Inde. Les gens sont contents de partager le Colombo. On a fait plus de 400 plats. Ah ouais, c'est super, génial. Merci la Guadeloupe. Des Guadeloupéens, mais aussi des touristes, tous venus pour différents plats de Colombo. Et certains ont eu du mal à choisir. J'ai vu qu'il y a du yaya, il y a du wassou. Moi, j'étais venue pour le lambi, il n'y en a plus. Mais j'ai trouvé mon bonheur avec du wassou et du cabri. Une aventure gourmande pour un Colombo à base de produits frais.
Il n'y a que des produits frais, que de la production locale sur les différents stands. Donc voilà, j'espère qu'on aura pu satisfaire et qu'on va satisfaire tout le public. Un public intéressé Et pourquoi il y a toujours de la peau? et conquis devant ce festival d'ingrédients. Extraordinaire, extraordinaire. Je pense qu'il faut recommencer. On doit le faire plusieurs fois dans l'année. Il y a trop de bonnes choses. L'événement qui a reçu plus de 4000 visiteurs l'an dernier a une fois de plus tenu toutes ses promesses. Et je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. Lens du Puy, joyau de Beaufort, bientôt plus facile d'accès. Des travaux de sécurisation du talus ont débuté cette semaine. L'objectif, permettre aux riverains et visiteurs d'emprunter sans danger le passage menant à l'autre bout de la plage, une plage très prisée des baigneurs. Thierry Philippe. Il a fallu plus de 4 heures pour réduire en rondelles cette partie du talus de Lens du Puy, une tranche de rocher de 10 mètres cubes, près de 10 tonnes. Un spectacle impressionnant auquel auront droit les nombreux riverains du quartier. Ces travaux de sécurisation étaient nécessaires, nous explique David, maître nageur sauveteur de longue date sur ce site. C'est du bon boulot qu'ils font là, parce que je faisais des cours, je disposais des cours à côté et depuis je ne pouvais plus y aller. Donc je trouve ça très intéressant ce qu'ils font. Mendy est aussi un habitué des lieux. Il apprécie les deux plages, mais pour des raisons de sécurité, les visiteurs et lui aussi n'empruntaient plus le passage sur le talus. Ni bon monde, ni bon touristes qui viennent baigner côté là ça. Et là, ça a fait un bon moment que nous attendons ça et que voilà. Parce que moi-même avec famille, mes amis, c'est là nous avons fait des grillades, tout ça. Nous avons grillé poisson, poule, toute bitesse, c'est là nous avons prendre pied à nous. Mais depuis quelque temps, depuis l'éboulement, la fête, ça a fait un an passé. Et là, nous ne pouvons pas y accès. Afin de permettre l'accès à la plage auparavant la plus fréquentée de Lens du Puy, la sécurisation du site passe par l'ablation de ce gros bloc qui surplombe et menace le passage à tout instant. Un protocole spécifique est utilisé pour mener à bien ces travaux. C'est un peu technique puisque ça demande vraiment de procéder de façon méthodique et méthodologique. Mais l'équipe est très appliquée et ça se passe bien. Pour le moment, tout se passe bien. Grâce à ces travaux entrepris sans relâche depuis plusieurs jours, le talus de Lens du Puy devrait être sécurisé pour le bonheur des riverains d'ici la fin de l'année. Le coût de l'opération, environ 437 000 €. Place au sport maintenant, le sport au féminin, et on commence avec la 3e étape du tour cycliste de la Guadeloupe entre Goyave et Capesterre ce matin. Au total, 52 km avec les montées de Salé, Sapoti et l'Ermitage. Et vous le voyez, c'est la Martiniquaise Kéliane Julius qui s'est imposée devant Johanna Broco du Team France Club Défense et Bérénice Paul de l'AS Montivilliers. On écoute ensemble la réaction de Kéliane Julius au micro de Daniel Kérin. La course elle a été très compliquée, une course en côte, une course, cette étape assez redoutable. J'ai quand même serré les dents, c'était quand même une stratégie de partir avec celle qui pourrait reprendre le maillot, c'est-à-dire Paul. J'ai tenu et puis ça s'est joué à l'arrivée. Je vais essayer de m'accrocher, j'espère en tous les cas, je suis remontée dans le classement général car j'ai crevé à la première étape. Ça a été très compliqué, j'étais déjà à 5 minutes. Je suis partie à 5 minutes ce matin, j'espère quand même avoir grappillé du temps. Pour moi, j'espère continuer, être sur cette lancée. J'espère en tous les cas ne pas me démotiver dans le cyclisme et voilà, on verra par la suite. On continue avec le football, le mondial féminin de football et cette victoire qui fait du bien au moral. L'équipe de France, en battant le Brésil ce matin 2-1, se rapproche des 8e de finale et prend la tête du groupe F. Les Bleus d'Hervé Renard ont su rebondir après l'égalisation de la Seleção grâce à une tête de la capitaine Wendy Renard. Résumé de la rencontre avec nos confrères d'Outre-mer, la première. Et on revient ce soir sur le licenciement de l'attaquant guadeloupéen Jordan Tell par le Grenoble Foot 38 qui évolue en Ligue 2. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le club estime que le joueur a privilégié sa participation à la Gold Cup avec les Guada Boys au lieu de reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers. Une décision qui a souligné une vague d'incompréhension chez nous. Dans un communiqué, la Ligue guadeloupéenne de football indique qu'elle continuera à accompagner le joueur et ne doute pas que son talent lui permettra de rebondir très rapidement dans un autre club où il pourra à nouveau exprimer ses qualités humaines et de footballeur. Fin de citation.
En athlétisme, les championnats de France se disputent tout au long du week-end à Albi. La journée de samedi à Sory et au champion martiniquais Wilfried Apio sur le 400 mètres haies. Mais n'oublions pas un autre athlète d'exception, William Bélocian, qui n'est pas passé loin d'un nouveau titre. Les temps forts de la journée avec Nicolas Bouige. Ce samedi a été riche en médailles dans de nombreuses disciplines. Une journée argentée pour les équipes de France d'escrime avec les fleurettistes femmes et les épéistes hommes qui deviennent vice-championnes et vice-champions du monde de finale face à l'Italie à domicile dans une ambiance surchauffée qui rapporte 2 nouvelles médailles aux Français. Et on termine avec ce concept inédit, un pinceau dans une main et un verre dans l'autre. C'est l'expérience proposée par la galerie Huawei à Paris. Les fondateurs, le Guadeloupéen Gary Deferry et Jean-Paul Tran, avec leur idée Drink and Paint, ont trouvé la formule pour attirer le public dans leur galerie d'art. Reportage. Comment attirer le public dans leur galerie d'art? Gary Deferry et Jean-Paul Tran ont trouvé la solution. Après avoir créé leur lieu en 2020, ils ont décidé de proposer des ateliers créatifs animés par les artistes qu'ils exposent. On crée des événements où les gens viennent sans se dire qu'ils vont dans quelque chose d'hyper guindé ou d'un peu froid qui peut être un peu dissuasif. Nous, on rend les choses très ouvertes et on permet aussi à nos artistes d'avoir des revenus réguliers puisqu'ils animent des ateliers, ils sont rémunérés et en plus ils montrent leur travail, donc tout le monde est content. Leur concept, Drink and Paint, vous êtes invités à créer une œuvre d'art, un verre à la main, sous le regard avisé d'artistes confirmés. Comme Coin Art, originaire de Martinique, elle apprécie particulièrement cet échange avec le public. Cette proximité était très intéressante parce que pour moi c'est tout nouveau d'être sur Paris, parce qu'avant j'étais effectivement en Martinique, donc ils m'ont donné cette possibilité justement de rencontrer le public parisien. Pas besoin d'avoir le trait de pinceau de Picasso pour s'essayer à la peinture, tout le monde peut laisser libre cours à sa créativité. Ça motive les gens de voir l'art, mais aussi de participer. Je pense que c'est une bonne initiative. Je trouve ça très intéressant de découvrir les artistes, leurs tableaux en même temps et de découvrir qu'on me donne la possibilité aussi de peindre. Huit artistes sont à découvrir dans une exposition intitulée « Affinité ». Une belle idée de sortie pour qui veut associer créativité et dégustation. C'est maintenant la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle une des informations principales. Presque un an après l'appel de Fort-de-France, les présidents des collectivités d'outre-mer étaient réunis ce matin à l'espace régional du Rézé. L'objectif, décider ensemble des politiques à mener après la tenue du CIOM, le comité interministériel des outre-mer. L'information revient demain à 6h en radio avec Julien Mabel. Et nous, on se retrouve dès 19h pour toute l'actualité régionale. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Soyez prudents et à demain.